Nous sommes toujours avec vous pour décrypter cette soirée, cette ultime journée à la Sénat. Cette fois-ci, nous allons continuer le plateau avec Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir notre ami Joël Ateg qui est resté, qui est là depuis. Bon, moi je rejoins le plateau. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Cette fois, nous allons faire le point. Nous allons essayer de décrypter quelque peu tout ce qui s'est passé au cours de cette journée et le nombre de partis qui ont finalement réussi à déposer, à satisfaire au dépôt des déclarations de candidature. Mais avant, nous allons repartir du côté de la Sénat avec notre envoyé sur place, Émeric Okoupeli, qui est déjà en ligne, je suppose. Émeric. Bonsoir Francis Alvin-Mont. Bonsoir. Pouvez-vous nous faire le point? On suppose que la porte est restée hermétiquement fermée. Comme vous pouvez si bien le deviner, il est passé l'étape de la fermeture de la porte de la Commission internationale autonome depuis minuit, comme le recommande si bien le code électoral. Il faut dire que pour le moment, cette partie politique ont pu franchir le seuil de cette institution pour déclarer leurs différentes candidatures. Il s'agit bien sûr de la FCDE, de Moël Bénin, de l'UPR, du Bloc républicain, de MPL et puis bien sûr de l'UDBN. Vous avez oublié les démocrates, si je les ne démocrates, me trompe. bien évidemment. Les démocrates. Voilà. Dites-nous, en ce qui concerne le récépissé, à l'heure, vous nous faites ce point. On peut juste convenir que ce n'est que la FCBE qui a reçu son récépissé. Est-ce que au niveau de l'UPR, le Renouveau et le Bloc républicain, tous ces partis qui ont déposé dans la foulée, en tout cas autour de 22h, 23h, est-ce qu'il y a déjà parmi ces partis l'un d'eux qui a obtenu son récépissé provisoire? Pas encore pour le moment. Il faut dire que seulement la FCBE a son récépissé provisoire après avoir rempli toutes les formalités prévues par la SINA, après avoir passé les différentes étapes d'enregistrement de leur dossier. Ils ont reçu leur récépissé provisoire, mais pour l'heure, les 6 autres partis qui sont pour le moment à l'intérieur de la SINA n'ont pas encore reçu leur récépissé provisoire. Ils sont en train de passer les différentes étapes d'enregistrement de leur candidature. Et ce n'est qu'à l'issue de ces différentes étapes qu'ils vont recevoir leur récépissé provisoire. Entendu. Merci, Émeric Okoupeli. On vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Agapit Napoléon Maforican, au final, au bout du compte, 7 parties. Oui, 7 parties, je pense que ceux qui sont attendus sont là. Peut-être qu'il y en a un ou deux de non attendus. Mais bon, tout le monde est là, pratiquement, c'est heureux. Lorsque on se rend compte qu'il y a 48 heures, il y a encore peut-être 24 heures, il y avait suffisamment de bruit de gorge sur telle pièce qu'on n'a pas eu, telle pièce qu'on attend avec frénésie. Bon, c'est déjà heureux que cette ait pu franchir le portail donc, de la Sénat avant minuit. Donc les plus essentiels, ceux qui s'étaient attendus, comme je l'ai dit. Maintenant, il va falloir qu'ils satisfassent au premier verrou, au premier contrôle. Le contrôle, comme ils appellent, le contrôle est formel. Hein, des pièces. Non, c'est pas encore le dépouillement, oui. Mais c'est le contrôle d'abord de nombre de pièces, le nombre de pièces attendues. Et pas encore, on rentre pas encore dans les pièces. Et c'est après cela que le récépissé provisoire pourrait donc leur être octroyé. Donc il va falloir attendre sans doute le matin, et d'ici peut-être 3 heures, 4 heures, pour voir vraiment si effectivement les 7 qui ont franchi la barre, en fait le portail avant minuit, si les 7 passeront la première étape, c'est-à-dire le dépôt formel de leur candidature. On nous disait tout à l'heure une bonne nouvelle. Oui, c'est déjà ça. Et on aurait voulu davantage de partis, compte tenu de ceux qui ont pu franchir l'étape de la création, qui n'était pas une partie de plaisir. Donc, s'il y en a 7, c'est déjà une source de pluralisme et espérons que jusqu'au bout, voilà, ils se maintiennent et donnent le choix
aux électeurs. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à la lecture de ce qu'on voit, ce dont on est témoin, qu'il y a eu grosso modo beaucoup de bruit pour rien? Non, on ne peut pas encore conclure, puisque pour le moment, on ne peut pas encore conclure, puisque pour le moment, ce n'est que l'étape de franchissement du portail. Il y a pas encore, on n'est pas encore au premier, parce qu'il y a deux verrous. Il y a trois peut-être. Il y a d'abord être là à temps, le verrou du temps. Donc là, cette partie, cette liste, on peut franchir ce verrou du temps. Il y a le second, il y a le deuxième verrou qui est le récépissé provisoire. Il faudrait déjà que on contrôle que vous ayez déjà bien positionné sur les 24 circonscriptions électorales et que vous ayez quand même des pièces, tout au moins tout ce qui a l'apparence des pièces attendues. Donc si tout ça a l'air bien, donc dans le décompte, vous avez votre récépissé provisoire. Donc c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la fin, lorsque après la Sénat, si entre-temps, après le dépouillement, la Sénat a constaté qu'il y avait des pièces à compléter. Vous les complétez en 72 heures. S'il n'y avait pas de pièces à compléter, donc vous recevez votre récépissé définitif. Donc, il y a encore du parcours du pèlerin. Et Joël disait tout à l'heure qu'on aurait espéré mieux. Non, je pense que dans notre pays comme le nôtre, 7 pour moi, c'est déjà trop. 7, c'est trop. 7 listes pour aller aux législatives, c'est beaucoup pour moi. Moi, je ne demande pas qu'on enlève quelqu'un. Si les gens ont leurs pièces à jour, c'est normal qu'ils puissent aller jusqu'au bout du processus. Mais logiquement, l'électeur qui est déjà entre 7 listes, c'est quoi le problème concrètement? Quand on parle de la majorité présidentielle, il faut vous retrouver avec 4 ou 5 listes déjà. Quand on parle de l'opposition, vous avez 3 ou 2. La question essentielle est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas communautariser, bien qu'on appelle, réunir les forces, mettre tout ça ensemble dans un petit pays comme le nôtre. Moi, je continue de penser qu'ils n'ont pas besoin de tant de listes. Pour 109 places, on n'en a pas besoin. Des grands pays comme nous qui ont plus de places à l'Assemblée nationale n'alignent pas tant. Donc, mais bon, nous sommes dans l'apprentissage. J'espère bien que le moment viendra. On n'aura pas tant de partis pour moi. Je ne suis pas partisan du grand nombre. Mais je peux me réjouir que, contrairement aux 31 listes, aux 35 listes d'antan, aux 25 listes, on a soit à cassette. Donc, voilà. Moi, je m'en réjouis, oui. Est-ce qu'il y a quand même un enseignement politique à en tirer? Pour moi, c'est d'abord la réforme du système partisan. Je pense que cette réforme, elle est en marche. Elle est en bonne marche. Je l'ai souvent dit. Et pas toujours d'accord, certains ne sont pas toujours d'accord avec moi, je le concède. Mais j'estime déjà que, regardez avant, ce qui s'est passé entre FCBE et le parti RLC. Avant, ils se seraient retrouvés en alliance. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible parce que justement, les conditions d'aller ensemble ne sont pas réunies. Ils ne pouvaient pas aller en alliance. Et on a même envisagé que le président, que des membres, des cadres de RLC démissionnent pour se retrouver dans la ligne FCBE. Ce serait de la triche. Ça leur nuit. À eux deux. Donc aujourd'hui, ils en ont tiré les conséquences. C'est une très bonne chose. Même si, dans les bruits de coulisses, pour ne pas dire dans les déclarations de RLC, ils ont déploré qu'ils n'aient découvert la position de leur allié que par voie de presse. Mais bon, ça, c'est leur cuisine interne. L'autre élément intéressant, c'est de savoir tout ce qui s'est passé au niveau de l'UP Le Renouveau. L'UP qui est devenu dans l'UP Le Renouveau avec l'arc-en-ciel qui chapeaute le baobab. Et voilà, on a vu tout ce qui s'est passé avec l'adhésion du PRD, donc la fusion-absorption, comme on a dit, tout comme le divorce d'ailleurs au niveau du BR et de l'UDBN. Alors donc, on a connu des différentes péripéties. Moi, je trouve que c'est la dynamique du système partisan. Aujourd'hui, et je peux le dire, c'est quand même la période de préélectorale où ça s'est passé quand même normalement. Le débat était serein. Vous voyez, les démocrates ont invectivé sur la manière de réaliser la liste. Voilà, FCB aussi, ils ont demandé de l'audit. Le gestionnaire mandataire a dit oui, je suis d'accord. Et puis voilà, la société civile avec le FONAC a demandé ah bon voilà, il y a des difficultés, il y a ci, il y a ça. Mais je suis ouvert, interpellé par les médias comme il a dit, et voilà, ça a été fait. Ça a été fait, c'est une très bonne chose. Je voudrais dire, en 2011, contrairement à 2011, 2022, ici, tous les partis sont d'accord. Ils se sont réjouis à la fin. En 2011, malgré l'audit et malgré l'accompagnement international, malgré tout ça, c'est avec tension qu'on est allé aux élections
de 2011. Parce qu'il y en a qui en avaient encore en travers de la gorge en disant que la LEPI n'était pas le bon outil qu'on a ouvert. Même après le chaos, les gens ont estimé que l'ouverture du système informatique à une semaine de l'élection a perturbé les données et a envoyé certains électeurs à des endroits où il ne fallait pas. Aujourd'hui, on n'a pas eu droit à une communauté internationale, on n'a pas eu droit à un financement particulier, on n'a pas eu droit à une médiation, on a eu droit plutôt à quelque chose de spontané qui a conduit quand même à une opération qui a satisfait tout le monde. Et là, je suis d'accord avec Joël lorsqu'il dit les organisations en charge de cette question doivent s'ouvrir et créer la confiance. Je pense que le gestionnaire mandataire et l'ANIP ont réussi à créer cette confiance que moi je salue et qui peut, comme Angèle le demandait tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas faire tache d'huile? Qu'importe, si ça fait tache d'huile et ça permet de satisfaire les différentes revendications, qui ne sont pas des revendications jusqu'au boutiste, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ce moment-ci, mais on va pas tout dire cette nuit. Oui, voilà. Sur la même question. Je crois qu'il y a un assaut de bonne volonté de part et d'autre, et il faut vraiment que cet esprit perdure et nous accompagne jusqu'au 8 janvier, et même au-delà, et pour l'acceptation des résultats, l'installation d'une nouvelle assemblée, et la suite des réformes du système partisan, pour ne pas dire institutionnel également, parce que notre vie politique, notre vie publique est très plombée par ces hypothèques-là. Et donc, au sortir des élections qui devraient être juste une formalité, il faudrait réellement que la classe politique s'engage, joue sa partition, apporte davantage. Et en termes de propositions, de suggestions, de débats d'abord, et pour que le citoyen se sente concerné enfin par ce qui se fait quand même en son nom et pour son bonheur. Et les élections, c'est ça, c'est pas pour le nombril de X ou Y. Il s'agit de représentation des citoyens, mais il faut pouvoir parler en leur nom, en connaissance de cause et avec beaucoup de pertinence dans ce qu'on propose, dans ce qu'on amène. Si c'est juste pour se tailler quelques avantages, non, on n'y est pas. La démocratie, c'est une modalité pour faciliter le vivre ensemble, le développement et que sais-je encore. On le perd souvent de vue et d'élection en élection, le citoyen serait vraiment en mal de dire, lui, qu'est-ce qu'il a retiré comme satisfaction de ça. La classe politique devrait se donner pour objectif d'être au service de la communauté, de la population, et de rendre compte, autant que faire se peut, pour ne pas dire d'aller susciter la participation du citoyen à tous les instants, à tous les niveaux, autant que faire se peut. Et gageons que les prochaines élections ne soient pas cette foire d'empoigne, cette espèce de démonstration ostentatoire autour de l'argent, parce que plus il y a de la compétition, plus la tentation sera de recourir à l'argent, faute d'arguments. Ces arguments en espèces sonnantes et trébuchantes ont démontré leurs limites et ne nous ont pas conduit à grand-chose en faisant l'effort de l'intégration, des rassemblements, des plateformes d'idées, pour ne pas dire programmatiques, et pour que les options, pour que les choix soient plus clairs pour chacun et qu'on sache définitivement, sinon durablement, et vers quoi se rallier pour enfin creuser le sillon du développement et, pour ne pas dire de la mise sur orbite de notre pays. Voilà. Il y a quand même eu deux déclarations. Depuis, il y a eu la déclaration du secrétaire exécutif national, Paul Rumpe, qui entre autres a défendu, FCBE, a défendu, en tout cas a adossé cette question du quitus fiscal, qu'il ne trouve rien à redire, même si rien à y redire, même s'il lui manque il déplore quelques, en tout cas, délivrances en attente. Il y a eu le BR qui a, disons, peut-être affiché rapidement, a affiché un élément de différenciation
la composition de sa liste, 48% de jeunes, 28% de femmes. Comment voyez-vous ces deux communications très rapidement? Non, moi je ne me prononce pas sur la liste pour le moment. Je pense que la Hague suit un peu, donc il ne faut pas qu'on aille un peu dans le fond, un peu de leur... Bon, vous savez, l'électeur avisera. Si c'est pas, la société, pour moi, c'est l'ensemble des jeunes, des femmes, des moins jeunes, des bien moins jeunes. Donc, c'est tout le monde ensemble. Il y a un quota pour les femmes, un quota particulier. S'il y a des partis qui font encore l'effort d'autres femmes, tant mieux. Mais pour moi, il ne s'agit pas de remplir l'Assemblée de femmes. Il s'agit de remplir peut-être l'Assemblée de femmes en bonne position d'intervention. On a eu une assemblée de 83 députés. Moi, j'étais journaliste parlementaire. J'ai connu une deuxième législature assez active, moins active que la première, qui était une crème. La deuxième l'a été un peu moins. J'ai écrit sur la troisième législature. Et après, de moins en moins, on a eu des assemblées suffisamment animées du point de vue participation des députés, parce que sur les 83, à peine la moitié, sinon le tiers est actif. Le reste, ils disparaissent. Je me rappelle encore le coup de gueule du président Ouedi lors de la mandature 80, la législature 80, sa dernière législature. La dernière qui s'est achevée. La toute dernière de 95, 2015-2019. Oui. Je me rappelle encore qu'en 2015-2016, il a monté au créneau. Pour stigmatiser l'absentéisme de ses collègues. Ce n'est pas lui, donc c'est Mathieu Nago. Un président de l'Assemblée a stigmatisé l'absentéisme de ses collègues et même a dit qu'ils percevront pour lui les frais de session parce qu'ils sont tout le temps absents. Il y a beaucoup de députés qui vont à l'Assemblée nationale, pas pour travailler. Alors, pour moi, avec tout ce qui est réforme aujourd'hui, j'ai scruté quelques listes, j'ai vu quelques noms, j'ai vu d'autres. L'Assemblée qui vient de finir, si on doit le dire, en dehors de quelques... Je ne sais pas si ça a fonctionné à plus du tiers. Hein? Je ne sais pas, mais on peut évaluer. Ces assemblées ont été très actives, hein, il faut le dire. 6e législature, 7e législature, 8e législature. En termes de production législative, il y a eu du travail. En termes peut-être de contrôle de l'action gouvernementale, il y a peut-être eu du travail, mais en termes de participation individuelle, on a l'impression que c'est un groupe qui travaille à la place d'un autre, ou bien pour un autre, et après les gens, certains votent, et même ignorent ce pourquoi ils ont voté. Et ça, c'est pas normal, puisqu'ils sont les députés de la nation tout entière, on peut les interpeller. On n'a pas d'autre occasion de les interpeller qu'en ce moment-ci. Donc, ce qui dit j'ai 48% de jeunes, quel est le statut de ces jeunes? C'est quoi leur background? C'est quoi leur contenu? Ce qui dit j'ai tel nombre de femmes, quel est le contenu de ces femmes? Est-ce qu'elles sont en mesure d'être vraiment des représentants réels de la nation, ou elles seront juste des enjoliveurs un peu pour permettre... Non, ça c'est... Moi, je ne rentre pas dans ça. Oui. Mais est-ce que ce seront des enjoliveurs pour dire, bon voilà, nous sommes défenseurs des femmes? C'est ça. Moi, je trouve que ce n'est pas là le vrai débat. Donc, l'Assemblée nationale doit jouer sa partition, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et de plus en plus, on l'attend sur ces questions-là. Au niveau le gouvernement a produit beaucoup de textes législatifs. Mais est-ce que les députés se les approprient réellement avant de les voter? Est-ce qu'ils analysent les différents contours? Je pense que si au lieu de laisser le travail à 2, 3, 5, 10, 15, si tous travaillaient, les lois gagneraient en qualité. Et moi, je salue déjà le petit groupe qui travaille et qui nous permettent d'avancer, de moderniser notre arsenal législatif. Mais il faudrait que tous ceux qui y travaillent produisent vraiment de la réflexion autour de l'enrichissement et de ces textes législatifs qui émanent la plupart du gouvernement, ou peut-être aussi des parlementaires. Mais nous allons l'enrichir pour qu'au niveau du contenu, il n'y ait pas de redondances ou même des contradictions qui après créent des situations sur le terrain. Voilà un peu. Donc, par contre, Paul Oubet, je voudrais quand même saluer un peu, disons, constater que le FCBE a démontré qu'il est un parti quand même qui connaît l'appareil, enfin, le système du pouvoir. Vous voyez, ils ont fait très peu de bruit, mais ils ont été là au rendez-vous. Ils ont été là au rendez-vous. Plus tôt, ils ont déposé leur liste. Pas dans les polémiques
ni de la liste à auditer. Ils l'ont demandé, ils l'ont pas exigé. Pas dans les polémiques on ne l'a pas donné de quitus. Je pense qu'ils ont fait juste ce qu'un parti doit faire, comme d'autres, mais je mets l'accent là-dessus parce que c'est le premier qui est allé déposer. Et moi, je trouve que c'est un peu ça déjà. C'est un peu ça déjà. Je le dis d'autant plus que c'est un parti d'opposition. Mais quoi que les gens en disent, c'est un parti d'opposition et c'est quand même heureux que nous en arrivions là à travailler dans du contenu et non dans d'autres postures qui ne sont pas nécessairement productifs. Je rebondirai sur la qualité du travail législatif en disant que de ce point de vue, on est en droit d'attendre un peu plus des partis politiques en amont, parce que c'est eux qui sélectionnent les candidats, qui les positionnent. Et donc, on a l'impression que cela fait, et une fois cela réalisé, les partis sont absents du débat. Et les députés devraient donner, même si le mandat impératif est proscrit, on ne sent pas la synergie entre la représentation et la vie partisane, encore moins la redevabilité, le compte-rendu, l'obligation de compte-rendu vis-à-vis des mandants. Et donc ça, c'est des défis à relever pour une meilleure qualité de législature. J'ajouterai quand même à la décharge des députés que de tout temps, c'est le maillon faible du système institutionnel. Le gouvernement, la machine gouvernementale est suffisamment pourvue en moyens pour de la production législative, si bien que à s'y méprendre, on se laisse emballer par le rythme imposé par le gouvernement. Mais on est en droit de faire appel ou d'exiger que les députés fassent davantage preuve de discernement. Et ils n'aiment pas qu'on les appelle députés godillots, mais c'est encore plus en s'intéressant au fond de ce qui leur est proposé et qu'ils pourront faire leur différence. Ça n'empêche pas de soutenir l'action du gouvernement. Et il doit y avoir des mécanismes par lesquels le débat a lieu. Et ensuite, oui, le vote, la discipline de groupe, la discipline partisane ne donneront pas d'autres possibilités que de s'aligner, mais que le débat ait lieu quelque part. Et on a le sentiment que le débat n'a pas souvent lieu. Oui, juste un petit mot. Effectivement, le débat n'a pas souvent lieu. Et beaucoup pensent que c'est parce qu'ils sont godillots. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y en a qui sont paresseux. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont absentés, ils ont honte de ne pas parler, il y en a qui vident les lieux. Il y en a que lorsque le débat devient long, et ils disparaissent. Or, avant la première législature, la seconde, la deuxième législature, même la troisième, mais c'est des débats mais c'est des grands débats, des vraies rhétoriques, je veux dire, qui dépassent même minuit. La loi est votée à 2 heures, mais pas à 2 heures qui est dans l'opinion des réseaux sociaux. On pense qu'on pousse à 2 heures pour que les gens ne puissent pas. Non, les gens sont là depuis 10 heures. Ça s'ouvre peut-être à 11h30. Et ça travaille qu'à une certaine heure. On suspend, on reprend, on suspend. Mais on débat vraiment. Alors ici, je pense que... On débat avec l'effort de convaincre. Exactement, c'est-à-dire qu'on débat vraiment, c'est-à-dire qu'on rentre dans le fond. On argumente. Et même lorsqu'on est du même bord politique. Moi, il m'est arrivé des séquences entre Moucharaf Gbadamassi, paix à son âme, Madame Viera Soglo, paix à son âme, ou parfois, Moucharaf Gbadamassi, PRD, il dit des choses, il brûle. Madame Gbadamassi, la première, Madame Rosine Viera Soglo, paix à son âme, donc elle aussi dit, il s'empoigne, et elle a fait, c'est de fausses choses d'empoignage, comme on dit, et à une suspension. Vous voyez Gbadamassi qui va vers madame, vous dit maman, et puis il y a la colonne entre les deux, et il s'enlace, et puis après, ça reprend avec le même. C'est ça Moi, je pense que la vie parlementaire, moi j'ai vécu ça en tant que journaliste parlementaire, avec tellement de plaisir, avec tellement de. Quand on va au Parlement, on est heureux parce que vous croyez des députés qui connaissent de quoi il est question. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y en a. Heureusement d'ailleurs, qui font l'effort de travailler, mais qui font le travail des autres. Il y en a peut-être un qui fait le travail, qui fait le travail de 3 ou 4. Je pense qu'il faudrait vraiment que la législature qui arrive, avec les réformes actuelles, et donc le regroupement des énergies, et donc des forces, il faudrait que nous ayons un Parlement qui vraiment nous donne du plaisir à écouter. Ce n'est pas le passé, les gens appartiennent à la même obédience. En Europe,
Les gens appartiennent à nous-mêmes. La plupart des démocraties parlementaires, c'est la majorité de l'exécutif qui est représenté au Parlement, puisqu'ils cherchent une majorité de toute façon. Et la grande coalition allemande me donne toujours, pour moi, l'exemple concret donc, de la gestion du pays par les forces majoritaires. Donc, le gouvernement, c'est l'expression de la majorité parlementaire. Et donc... Mais du respect de la minorité. Oui, le respect de la minorité, ce n'est pas l'imposition par la minorité de cet acte ou de ces incohérences. Parce que lorsque la minorité veut qu'on s'occupe de l'enfant malade de la classe, ça pose un problème. Vous êtes minorité, vous jouez le jeu de la minorité en intervenant régulièrement dans le temps qui vous est imparti, et non jouer maintenant aux victimes en invectivant plutôt les autres comme s'ils avaient du mal, comme si c'était un malheur ou c'était une tragédie d'être une majorité parlementaire. Donc je pense qu'il faudrait que l'acceptation du jeu conduise plutôt à l'animation vraiment active du jeu. Et là, tout le monde va reprendre plaisir à regarder les débats parlementaires ou à suivre. Nous, on allait au Parlement, on allait suivre ça en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, parce que c'était animé, c'était heureux, en tout cas, c'était vraiment bien, c'était beau. Donc, je pense qu'il faudrait que nous en arrivions là. Et on a les énergies pour ça, on a les personnes ressources. Quand moi, j'ai scruté les listes. Est-ce que c'est pas trop tard? Enfin, oui, vous avez... Non, j'ai scruté les listes, j'ai vu des noms. C'est pas le moment pour le moment, c'est pas encore le moment. Mais j'ai vu des noms, c'est rassurant. Je me dis, si par-ci, par-là, on retrouve tous ceux-là, là, aujourd'hui représentent quand même ce que nous avons de bon sur la place. Je peux me permettre de le dire. Je commente l'actualité depuis 20-25 ans. Donc, je peux me permettre de dire que nous avons ce que nous avons de beau. Les listes ont fait l'effort, les partis ont fait l'effort d'en positionner. J'espère que, comment on dit, les fruits vont porter les fleurs. Peut-être dire un mot sur cette question qui va certainement cristalliser les commentaires, revenir sur, on en a déjà parlé dans le précédent plateau, quitus fiscal, qu'est-ce qu'on peut encore en dire après avoir tout dit? Mon souhait que tous les partis réussissent à passer le cap, les 3 étapes. Ils ont déjà passé la première, qu'ils passent la deuxième et qu'ils passent la troisième. Cette affaire sera derrière nous. Vous savez, nous sommes dans un pays, comme je dis, moi, les intellectuels, j'en suis un, mais j'avoue quand même que ce débat me pose toujours problème. Pour moi, et Joël l'a dit rapidement tout à l'heure, et le DG Impôt l'a quand même clairement notifié, le DGI, ce n'est pas la veille qu'on va chercher son quitus. Moi, j'estime que on m'a appris que l'impôt est portable et non quérable. Si vous voulez diriger, vous avez envie d'être un gouvernant, de diriger le pays, donc d'avoir le mandat du peuple. Mais quand même, commencez déjà par régler cette petite question-là. Ce n'est pas à 1 mois ou à 2 semaines qu'on se réveille pour dire, bon, et on camoufle ces avoirs parce qu'on a oublié qu'on a un terrain là-bas, mais on oublie qu'avec le système informatisé de l'IFU et autres, que tout ça là, ça rentre dans l'ordinateur, que les gens peuvent vous le sortir. Donc, vous camouflez, on sort le truc, et on sait que, bon, on vous sort un état précédent. C'est vrai, la loi dit les 3 dernières années. Mais dans les 3 dernières années déjà, si dans les 3 dernières années vous camouflez ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas. Parfois, ce n'est pas fait de volonté. C'est comme c'est consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que vous oubliez même que vous avez des avoirs parce que vous en avez accumulé. Ce n'est pas un mal d'en accumuler. Si vous avez les moyens et vous la capacité, c'est bien. Mais réglez la question de l'impôt. Si vous avez envie d'en découdre avec d'autres. Et surtout... Et celle des conflits d'intérêts. Oui, l'imbroglio dans lequel certains sont embarqués. Oui, exactement. C'est ça. Il y a plusieurs cas. Et c'est pour ça que moi, je souhaiterais, et Joël l'a également dit, que les débats se fassent hors période électorale pour qu'on entre dans le fond. Le quitus fiscal est une très bonne chose. Tout le monde doit l'applaudir. Et quand quelqu'un ne l'a pas, on devrait normalement crier à haut sur le baudet. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un bon citoyen. Moi, je me dis, est-ce qu'on a estampillé déjà, force de ci, force de ça, pour qu'on sache que vous n'avez pas, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la mouvance. Non, on ne peut pas. En dehors de 2 ou 3 qui apparaissent à la télé régulièrement, on ne connaît pas les membres des autres partis. Alors, donc, quand les gens font tellement de bruit pour dire, on empêche tel parti d'avoir son quitus, on empêche, moi, je dis, mais qui a empêché tel parti? Pourquoi vous ne donnez pas leur nom? Vous l'avez déposé quand? Vous l'avez déposé quand?
Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Et que, donc, allons dans vos dossiers et on va voir. Mais vous voyez, on est dans une société aussi un peu apathique où, bon, voilà, les réseaux sociaux prennent le relais et tout ça se transmet un peu comme à un rythme où, finalement, personne ne sait qui a tort, qui a raison et on avance de rumeur en rumeur. On est aussi dans une société où, bon, l'opposition a toujours raison. C'est-à-dire que le pouvoir politique élu régulièrement, lui, il a souvent tort. Et l'opposition, même les chancelleries étrangères, en rajoutent, on dit, il faut que l'opposition y soit. On doit voir l'opposition. On doit y voir. Mais dis, mais oui, il faut qu'on voit tout le monde. Pas l'opposition, tout le monde. Tout le monde a le droit. Il n'y a pas quelqu'un. Autrement, on fera les lois, on dira, bon, ces lois-là ne s'appliquent pas à l'opposition parce que l'opposition doit y être. C'est ça, d'accord. Mais autrement, on doit pouvoir faire en sorte que dans une compétition électorale, le principe de l'égalité soit respecté, donc de la pluralité, de l'égalité, de la transparence. Donc, quand on règle ces questions-là, logiquement, celui qui est qualifié doit y aller. Mais quand on dit déjà qu'il faut que l'opposition y soit, ça veut dire que quand l'opposition n'est pas à jour, on est obligé de la pousser. Autrement, où est l'état de droit? Moi, je pense que ce débat me pose, enfin, ça me turlupine l'esprit. Je me dis, il faut qu'on les tranche une fois pour de bon. Dans quelle démocratie on est? C'est une démocratie où les non-élus ont plus de valeur que ceux à qui le peuple a donné le mandat, ou qui paraissent déjà comme le maillon faible, celui qui brime tout le monde, celui qui fraude, celui qui empêche la minorité d'exister. Alors, si c'est comme ça, moi je pense que la démocratie est un gros problème. Donc voilà un peu, moi je ne suis pas aux impôts, je ne suis pas DGI, il s'est expliqué, moi il m'a convaincu. Mais avant lui, personnellement en tant que citoyen, je sais bien que on m'a toujours dit l'impôt est portable et non quérable, même si nous n'y allons pas spontanément. Mais quand tu as envie d'être candidat, je pense que, comme dit l'adage, qui voyage loin, ménage, ça tue. Voilà. Nous allons demander à la régie de se préparer pour un dernier appel. Nous allons essayer de joindre Émeric Okupeli. Sur cette question également, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Non, pas grand-chose. Je crois qu'il faut attendre de voir qui va être qualifié, qui éventuellement va porter des recours devant la Cour constitutionnelle, petite prolongation éventuelle, et puis surtout, qui va franchir le seuil des 10% pour cette législature de qualité qu'on attend, qu'on espère. Je vais revenir un peu. Vous voyez, la question en parlant de recours, vous voyez, c'est ça aussi le problème. Vous voyez, le code électoral a prévu tout. Oui, les voies de recours. Les voies de recours. Mais je ne comprends pas que les partis même sur le quitus, même sur... je ne comprends pas que les partis n'utilisent pas les voies de recours. Alors que c'est des partis qui veulent de gouvernement. Comment vous voulez accéder au pouvoir d'État et gouverner lorsque vous n'avez pas confiance aux institutions de l'État? Vous voyez, c'est des questions, normalement, avant d'aller à une élection, l'une des obligations, c'est de prendre un engagement, c'est de faire une déclaration d'honneur, de respecter les institutions dont l'État s'est donné. Si elles sont mauvaises, c'est que le peuple a les dirigeants et les institutions qu'il mérite, donc nous les aurons, ça veut dire que nous sommes tous mauvais. Et s'ils sont mal, s'ils fonctionnent mal, c'est que nous devons travailler à les rendre plus crédibles. Alors, trouvons les mécanismes pour amener les futurs dirigeants à avoir confiance à nos institutions. La loi prévoit les voies de recours. Je ne comprends pas pourquoi le débat se fait sur les réseaux sociaux et jamais au niveau des organes de recours. Donc, c'est quand les gens ont le dos au mur qu'ils finissent par y aller. Ce n'est pas une bonne chose. On me souffle qu'en définitive, qu'il y a un parti en plus qui aurait franchi la porte sans qu'on ne se rende compte. Nouvelle force nationale. Il aurait fait mieux. Pas quel mécanisme. On verra bien. Ils sont plutôt 8, nouvelle force nationale d'Apollinaire Avoyon. Nous allons nous mettre en relation avec Émeric Okupeli. Émeric Okupeli, vous êtes en ligne? Oui, François-Xavier Noumon. Vous confirmez cette information qu'il y aurait en définitive 8 partis qui se seraient rendus à la Sénat. On parle de nouvelle force nationale. C'est bien ça, François-Xavier Noumon. Il faut dire que le parti Nouvelle Force Nationale était à l'intérieur de la Commission électorale nationale autonome. Les représentants du dit parti étaient dans l'une des salles de l'institution et pour cause, leurs dossiers sont incomplets et non imprimés. Ils n'ont donc pas pu passer les différentes étapes d'enregistrement de candidature à compte-gouttes
les membres de la délégation du parti sont en train de se retirer. Ah d'accord, ok. Donc concrètement, c'est-à-dire que le parti n'a pas pu déposer. Le parti n'a pas pu déposer ses dossiers de candidature. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui a passé l'étape, qui a passé le portail, mais qui Le n'a pas portail. Alors, quelle dernière information vous pouvez nous donner encore? Voilà, il faut préciser que, par ailleurs, que le Bloc républicain vient de recevoir son récépissé provisoire. Voilà. Avant l'Union progressiste de renouveau? Oui. Oui, avant l'Union progressiste le renouveau. C'est l'heure d'arriver? Non. L'UP avait des pièces à compléter. Voilà. Merci Émeric Okupeeli. On va se donner rendez-vous dans nos prochaines éditions pour faire le point. Donc, Nouvelle Force Nationale, c'est l'anecdote de la soirée. Ils ont franchi la première étape, mais bon, un dépôt très vite avorté. Donc, Là, ils étaient présents dans la cour. Ils étaient présents. Peut-être se sont glissés insidieusement parce que personne ne les a remarqués. Mais bon. Bon, ils ont fait œuvre d'observation, peut-être. Hein, ils nous permettent au moins d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent en tête d'anecdote. Peut-être un tour de chauffe. Et puis l'honneur est sauf hein, sur, disons, 16 parties. Bon, s'il y en a 8, 7, oui, 8, donc, juste la moyenne. La moyenne. En attendant que la qualité se dessine, en tout cas. Voilà. Non, mais ça, vous quand même qu'on a besoin d'être canalisé. Vous voyez, ça, c'est un peu une pratique. L'adage qui voyage le bonhomme la mouture, je pense qu'il va falloir peut-être l'expliquer, l'enseigner, parfois en faire les exercices. Ça ne va pas de soi, là. Non, oui, parce que, oui, c'est pas ça, ça ne va pas de soi que c'est entré dans l'adage, en Maxime. Parce qu'en réalité, ouais, ça montre déjà la nature du gouvernant que vous avez envie d'être, ou je ne sais pas de comment vous allez gouverner, l'exigence du temps. Hein, c'est pas toujours évident, je suis d'accord, mais lorsque vous voulez assumer certaines responsabilités, vous devez vous donner certaines postures. Et moi, je pense que ça commence déjà par là. Et si nous ne pouvons, il me semble que nous devons aller au-delà, hein, des copier-coller systématiques des codes électoraux et aller peut-être ajouter quelques petites notes, petites touches nationales à nos tests pour obliger le postulant à se donner un peu de discipline. Déjà au début. Mais en réalité, une Sénat pérenne, une Sénat permanente, pour dire un peu simplement les choses, est faite pour ça. Elle doit produire des procédures et davantage expliciter les choses pour que... Généralement, le directeur général des élections l'a explicité sur nos plateaux récemment, les partis ne sont pas preneurs de toute forme d'accompagnement. Non, c'est ça le problème. Dès que les élections finissent, les partis disparaissent. Bon, ils vont aller ouvrir, enfin, les chrysanthèmes, ils s'en occupent. Quelques dons par-ci, par-là. Mais en dehors de ça, université vacances qui entre un peu dans qu'on a galvaudé aussi. Sinon, dans le contenu, c'est l'animation quotidienne. Il y a des écoles maintenant de partis, je ne sais pas à quoi ça sert réellement, mais ça ne fabrique pas ça fabrique pas réellement le militant. Ça fabrique pas réellement le militant. Et comme le militant aussi, il chevauche plusieurs partis au gré du temps, des heures, des humeurs et des heures. Donc finalement, tout bouge. Bon, on espère bien qu'avec le temps, ça va se stabiliser. Parce que c'est des habitudes qu'on a là quand vous vous rendez compte que, bon, un parti qui en donne dans la morale, comme ce parti-là, bon, on arrive quand même à entrer dans la Sénat sans avoir son dossier. Aujourd'hui encore, on a connu des moments où le chef de parti s'est présenté à l'Assemblée avec sa veste. Et chercher où on doit le positionner. Et en fait de compte, on s'est retrouvé sur une autre liste, abandonné nos partis. Et on a vu où les partis sont allés à la Sénat avec l'imprimante. Alors tout ça, non, ça fait pas gagne. Peut-être que la nouvelle force nationale espérait en trouver pour imprimer. Non, en fait, ça fait pas gagne, je pense. Je pense qu'il faudrait... Enfin, quand on voit ce qui a été avorté de justesse entre la FCBE et RLC, oui. Ça fait en partie frémir. C'est vrai qu'il faut de la créativité, de l'inventivité pour contourner les difficultés des textes.
Mais est-ce qu'on se demande comment le citoyen va s'y retrouver? On crée des partis dont on démissionne pour adhérer à un autre, le temps de se présenter, pour se réclamer après de quoi, de quel idéal. Bon, il ne faut pas dévoyer les choses non plus. Et je crois que... Non, peut-être que le cas... La morale... UDBNR a dû inspirer. Voilà, bon, ça. parce que merci beaucoup. Tout ça, c'est bien. Je pense qu'on va suivre un peu l'évolution des choses. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Joël Ataï-Gadebé. Merci à vous. Agapine Après-Maforica, merci. C'est toujours bon quand même de rappeler que, donc, à partir d'aujourd'hui, la Sénat a 8 jours. 8 jours, plus éventuellement 3 jours. Oui, voilà, à 8 jours pour délibérer, 3 jours éventuellement pour les partis. Donc, dans 11 jours, en principe, nous sommes les deux. Donc, le 13, en principe, on devait avoir la liste définitive des partis qui seront en liste pour les législatives. Voilà, Télé est déjà en ordre de marche pour vous faire vivre toutes ces étapes devant nous emmener aux législatives du 8 janvier 2023. Merci de votre fidélité à nos programmes. Portez-vous bien et bien de choses en attendant de vous retrouver sur les programmes de E-Télé.